Chers amis du PP, 13 février, samedi 13 février, 15h30. Toute petite température positive, hein, il fait à la station météo à l'instant plus 1,3. Retour de l'hiver, hein, après un premier épisode avec énormément de neige. Donc quand j'ai mesuré 37 cm ici, on a eu toute une période de température, on va dire, plutôt clémente, souvent en temps gris, hein, signe des conflits de masse d'air entre des masses humides qui proviennent de l'Atlantique et des masses d'air froides anticycloniques qui nous viennent de l'Arctique, hein, souvent via l'Europe du Nord, l'Europe centrale, et on se trouve ici souvent dans ces conflits. Et puis de temps en temps, l'un ou l'autre gagne, avec au moment où le froid repousse l'humidité ou l'humidité repousse le froid, des périodes de neige, ce que certains connaissent aujourd'hui, hein, ou hier, en Bretagne, dans la région lyonnaise, etc. Donc nous, on a eu, il y a 3 jours, cette petite chute de neige, une dizaine de centimètres, et puis depuis un froid quasi polaire, hein, donc sous influence de vent du nord-est. Hein. Si vous suivez la géorette, le vent vient de là, donc par là, vous regardez là-bas, c'est la Finlande, la Norvège et le Svalbard et ce genre de contrées. Ça tourne dans les sens des aiguilles du monde quand vous regardez la carte de Météo France devant vous, donc ça rabat cet air qui nous vient par le nord-est et qui nous vaut donc cette France coupée en deux, ces injustices absolument considérables que je vais dénoncer. J'ai du plus 1,5 en ce moment et j'ai eu 3 nuits qui sont descendues en dessous de moins 10. Alors quand je compare à mes amis, mon ami André Abrahami, là-bas du côté du Bordelais, qui certes, alors je crois que lui, il est sur une zone qui n'est pas inondable, mais là-bas ils ont eu des pluies, ce qui est un autre problème, mais des températures de 10-12 degrés en ce moment. Donc nous jardinons pas dans le même monde. France coupée en deux. Il n'y a pas que les hommes politiques. Alors il y a les hommes politiques qui coupent la France en deux, du nord vers le sud. Il y a la gauche et il y a la droite. L'extrême droite et l'extrême gauche. Et puis il y a ceux qui ne savent pas où ils sont. Et puis il y a la météo qui souvent coupe la France en deux dans l'autre sens. Le nord, froid, ou des fois on a la flotte. Le sud a le soleil, ou des fois des excès de canicule, ou parfois des épisodes cévenols. Enfin bon, bref, la météo coupe souvent d'est en ouest et donc distingue la France du sud, la France du nord, la politique, la gauche et la droite. À force d'être coupé comme ça, on va bien finir en morceaux. Alors, je voulais profiter quand même de ce beau temps pour d'abord vous dire que ça n'a rien d'exceptionnel. Je viens de fêter mon anniversaire il n'y a pas longtemps et je me souviendrai toujours des paroles de mon père qui me racontait la nuit de ma naissance. Je me demandais s'il n'exagérait pas un peu, mais j'ai vérifié sur le site qui archive les météos, c'était bien vrai. Il m'avait raconté que le soir, donc, situez-vous dans les années après-guerre 53, les voitures sont très rares dans les villages, donc il avait pris attache avec le fils qui était pas directement un copain mais qu'il connaissait,
d'un des artisans du village qui avait une voiture, une traction. Et effectivement, contraction, machin truc. Le soir, au milieu de la nuit, ils se mettent en route avec la traction. Ils montent des cols parce que je suis originaire du versant vosgien, enfin mosellan de l'Alsace. Et il fallait traverser des cols. Et mon père m'a raconté, je pensais qu'il exagérait, que la traction avait gelé en roulant. Et donc j'ai failli naître près d'un col dans l'Alsace, les forêts donc des Vosges du Nord. Heureusement, ces temps-là, on n'avait pas les réseaux internet, on n'était pas tous connectés, mais il y avait dans les campagnes une solidarité absolue, mais absolue, qui fait qu'une dauphine qui passait par là, qui elle résistait, qui ne connaissait mon père et son ami et ma mère ni d'Ève ni d'Adam, mais dans ces temps-là, solidarité absolue, pas d'assurance, une voiture qui passe, s'arrête quand il y a une voiture en panne. Et c'est comme ça que ma mère est arrivée à temps à la maternité. Et si je vous raconte ça, c'est que la température enregistrée à la station météo de Strasbourg, ici, donc dans la plaine, a été de moins 24,7. Donc pour vous dire que ce qu'on connaît là, c'est un hiver extrêmement clément. Moins 11, c'était dans ma jeunesse quelque chose de tout à fait banal. Et ce type de période, donc de temps froid, avec du soleil, était d'une très grande banalité. On avait des fois des périodes comme ça de 2-3 semaines. Et en tant que gamin, je me souviens très bien que les rivières gelaient et on allait patiner sur les rivières. Et puis des fois, la glace n'était pas très épaisse et donc heureusement, la rivière n'était pas très profonde. C'était plutôt un grand ruisseau et on se retrouvait dans l'eau glacée et on s'en sortait. Enfin, on s'en est sorti, sinon je ne serais pas là pour raconter cette histoire. Donc voilà, quelque part, donc, cette histoire-là me fait plaisir, même si évidemment, c'est un tout petit peu contrariant. Là, je vois des côtes de bêtes, betteraves rouges, etc., dont les feuilles ont l'air de cramer. Parce que contrairement à l'épisode d'il y a 15 jours, 3 semaines, vous voyez que la neige ne recouvre pas les légumes. La dernière fois, ça recouvrait quasiment tout et donc tout était protégé. Donc ça c'est un peu contrariant, mais en même temps extrêmement intéressant. On va aller dans la serre, on va jeter un coup d'œil sur le châssis et on va ne pas s'étonner du fait que les déchets verts organiques que je mets donc directement en surface de mon potager restent en surface et comme s'ils étaient congelés, se conservent. Aucune importance. Ça ne sent pas plus que des légumes congelés. Donc là, ça ne va pas se décomposer. Puis quand la neige va fondre, à partir de demain, ça commence à remonter tout doucement. Et toute cette matière organique va rejoindre le reste et va se décomposer comme le reste. Donc pour ceux qui seraient tentés de se faire des nœuds dans le cerveau, est-ce que je peux quand même mettre mes matières organiques dans le potager, il y a de la neige, etc. Bien évidemment, envoyez ça au frigo. L'avantage de ce frigo, c'est qu'il dégèle tout seul, c'est automatique. Voilà, alors, châssis, on va regarder ça. Alors vous avez là derrière moi des plantations d'ail, d'échalotes, d'oignons et j'étais à 2 doigts de vous faire une vidéo parce que pour vous montrer que ces légumes-là étaient en train de pointer, donc malgré l'hiver et qui sont extrêmement résistants. La vidéo sera encore plus parlante quand je filmerai dès que ce sera fondu et dès qu'on aura d'ici 8 ou 10 jours des conditions beaucoup plus clémentes. Je n'ai aucun doute
sur le fait que ces légumes-là se portent très bien, malgré le fait qu'au début, on a eu du froid alors que ce n'était pas couvert de neige. Si je suis venu ici au châssis, c'est pour illustrer un phénomène qu'on connaît, mais que les gens sous-estiment. La neige est un remarquable isolant, parce que tout simplement, notamment des neiges qui tombent comme ça, des neiges très fines, celles qui crissent sous vos pas quand vous marchez, c'est en fait de très fins cristaux de givre qui emprisonnent de l'air. Je peux absolument écraser ça et vous voyez qu'il ne reste plus que le quart du volume. Donc en fait, cette neige est un isolant. Ça imite assez bien des isolants synthétiques tels que le polystyrène que vous connaissez, polystyrène expansé, enfin très exactement les polystyrènes expansés imitent très bien la neige. Et donc j'ai mis là il y a 8 jours, 10 jours, les vitres dans l'idée de réchauffer le sol qui se trouve là-dessous. Il n'y a pas grand-chose, quelques mâches venues spontanément pour préparer donc et réchauffer le sol pour la préparation des plants. Donc la sonde numéro 2 est là-dedans et je vais vous donner un peu les maxima et les minima qu'il y a eu là-dedans durant la journée. Je pense qu'à partir de maintenant, le soleil est en train de décliner, la température ne va faire que baisser. Donc isolant, mais dans les deux sens. Comme la lumière ne rentre pas, même si sur le bord ça a un tout petit peu fondu, la température dans la journée monte très très peu. Il fait actuellement 1,3 degré là-dedans et le maximum a été atteint aux environs de plus 1,5. Donc très très peu, très en dessous ce qu'on appelle les zéros de végétation, c'est-à-dire les températures minimales à partir de laquelle il y a croissance d'une plante. Donc c'est plus 1,5. En gros, je pourrais conserver à peu près tout là-dedans, toutes les plantes rustiques, donc toutes les plantes, on va dire bien de chez nous, auraient passé le cap dans ces châssis si je les avais mis là-dedans. La température minimale enregistrée est de moins 4,5. Donc ce châssis aussi assez peu, il descend jusque vers moins 4,5 durant la nuit et remonte à plus 1,5 le jour. Donc si j'avais là-dedans par exemple des plants de différentes laitues un peu costauds, celles qu'on utilise en général très précocement au printemps, si j'avais là-dedans des plants de choux, des plants d'oignons, des semis de poireaux, etc., ils auraient très très bien résisté. Ils n'étaient pas là-dedans, ils étaient dans le tunnel, et donc on va voir ça. Mais sachez donc que ces châssis correctement gérés sont une solution extrêmement élégante pour maîtriser les températures et pour maîtriser un autre facteur sur lequel je reviendrai un jour. Je vous en promets des choses. J'espère que je vivrai assez longtemps pour vous raconter toutes mes conneries, c'est pas possible. Donc un jour, je vous expliquerai qu'en fait, en hiver, les plantes crèvent souvent plus de l'excès d'eau que de l'excès de froid. Et donc ces vitres-là sont une protection extrêmement utile. Mon rêve serait d'avoir la moitié de mon potager sous des châssis comme ça, de façon étonnante. C'est plus efficace que les tunnels. Quel est l'avantage du tunnel? On va le voir tout de suite. Dans un tunnel, je peux marcher dedans. Là, c'est chiant, il faut soulever chaque vitre, etc. pour arroser les vitres les unes après les autres. Donc, le tunnel s'est imposé, ou les serres
se sont imposées à partir du moment où les maraîchers sont devenus riches. Les maraîchers de Paris 1850 par là fonctionnaient essentiellement avec des châssis. Ils connaissaient très très peu parce que tout simplement le verre était très cher et donc ils avaient en général une serre chauffée pour préparer les plants et toute la production c'était que des châssis. Châssis avec évidemment une multitude d'ouvriers qui à l'époque n'étaient pas aux 35 heures, n'avaient pas le SMIC et n'avaient pas encore connu les syndicats, etc. Donc ne se révoltaient pas quand on les faisait bosser, samedi, dimanche compris, puisque ces châssis-là, il faut les réguler. Pas moyen de partir en RTT le vendredi après-midi et de revenir tranquillou le lundi. Et donc sont venus les serres et les châssis pour des raisons surtout de confort de travail. Après est venu le chauffage et le pétrole pas cher et le gaz pas cher, donc on s'en foutait complètement. On a bazardé des kilotonnes et des mégatonnes de kilocalories dans les serres et les tunnels et on a oublié les châssis. Mon rêve serait d'avoir, je ne sais pas moi, là, cette moitié ici à droite, 2 rangées de châssis de haut en bas et je pourrais presque produire des légumes toute l'année, et je parle de mon climat, je ne parle pas de mon ami André Abrami, lui qui, dans sa Costa del Brava du côté de Bordeaux, pourrait produire n'importe comment, même en s'y prenant comme un manche, il devrait y arriver. Et voilà donc ce que je vous disais, énorme avantage des serres, que ce soit les tunnels couverts de plastique comme celle-ci ou les serres en verre, c'est la possibilité de travailler debout. Et maintenant, on a d'autres formes. Là, c'est encore des arceaux très réguliers. Les serres modernes montent droit avant d'avoir une voûte, de façon à ce qu'on puisse travailler debout à quelques centimètres du bord de la serre. Moi, vous voyez que si je vais sur le côté, évidemment, je me cogne. Alors, ces serres, je l'évoquais à l'instant, sont moins efficaces qu'on ne le pense. Très exactement, c'est un capteur solaire. Donc à l'instant, il fait bien plus chaud ici que dans mon châssis. Donc où est-ce qu'elle est? La sonde, elle est là-bas. On va lire sa température. Avec mes gants là. Voilà. Donc, je vérifie quand même. C'est la 1 ou la 3? C'est la 3. Donc, cette 3, elle est à l'instant à 17,2. Je vous l'ai dit, le soleil baisse déjà. Et là, atteint dans la journée 27,5. Donc, une température assez considérable, ce qui permet une certaine croissance durant la journée. Malheureusement, comme elle absorbe beaucoup de chaleur par le rayonnement du soleil durant la journée, elle va de la même façon rayonner beaucoup plus que mon châssis durant la nuit. Alors ici, cette sonde a déconné. J'ai pas mal de problèmes, c'est du matos, ce que j'appelle élégamment des chinoiseries, hein, donc c'est pas cher, mais elle m'a enregistré plus 14 cette nuit. Je veux bien être pendu s'il a fait plus 14 ici cette nuit, parce que j'ai une autre sonde qui est la 1, qui est là-bas, sous le P17. Alors je vous donne ces températures que supportent donc toutes mes cultures là qui sont sous P17. Le maximum dans la journée a été un peu plus élevé, 30 degrés. Donc il y a eu aujourd'hui, maximum dehors, je vous le répète, plus 1,5. Maximum sous le voile, plus 30. Il fait à l'instant 23,6. Le soleil décline.
Et il a fait cette nuit -8 sous le voile. Il a fait, on a frôlé, je vous ne l'ai pas dit, mais à la station météo, on a frôlé les -11. Donc voilà un tout petit peu. Le tunnel plus pratique pour circuler, pour travailler, pour récolter, pour tout ce que vous voulez. Protection contre les précipitations, mais des variations, des amplitudes thermiques beaucoup plus élevées que dans un châssis. Ça, il faut le savoir. Et cette amplitude thermique, évidemment, peut poser des problèmes au niveau de la croissance des végétaux. Voilà, alors vous êtes quand même curieux de savoir comment ça se passe chez moi, dans mes conditions que je viens de décrire. Alors je vais recadrer légèrement la caméra, et puis je vais découvrir, pour jeter un coup d'œil là, sous mes petites salades. Alors je n'ai pas ouvert encore, mais je continue d'être optimiste. J'espère que là-dessous, il y a les salades qui vont prendre le relais de mes mâches. Pour information, juste avant cette chute de neige, on a récolté énormément de mâches. La mâche est une des salades, une des rares salades que vous pouvez récolter congelée, la laisser dégeler dans votre évier et la manger tout de suite après. Donc, la mâche, j'en ai encore jusque vers mars. Elle va très vite monter en graines et j'espère bien que vers mi-mars, la salade qui est donc ici depuis novembre sera en pleine forme. On va aller regarder ça. Alors pendant que je fais ça, je vais vous incruster une drôle de vidéo que j'ai faite là il y a quelques jours, je ne me souviens plus quel jour c'était, mais je le dis au début de la vidéo, où tout le ciel était jaune et où on était dans un brouillard sépia, parce que donc remontaient ces poussières du Sahara. Alors c'est des choses, les tempêtes de sable est quelque chose de très courant en Afrique, en Algérie, au Sahel, au Niger, au Mali. Donc c'est quelque chose que je connaissais. J'ai même connu une tempête de sable qui a précipité Niamey en noir complet, c'est-à-dire qu'on ne se voyait pas dans la maison tellement elle charriait des poussières sur sans doute des kilomètres d'épaisseur. Aucune lumière. Il a fallu allumer les lampes dans la maison. Donc je vais vous mettre ça et quand ce sera fini, j'aurai découvert mes salades et on va dire 2 mots là-dessus. Chers amis du PP, vous ne me voyez sans doute pas très bien, mais j'ai volontairement cadré sur le ciel. Je crois qu'on est samedi, enfin je suis sûr qu'on est samedi, mais je crois que c'est le 5 ou le 6 février 2021. Et nous avons un temps tout à fait curieux. Alors, je ne sais pas où est-ce que j'incrusterai ce petit bout de vidéo pour vous situer. Il y a actuellement des grandes inondations dans le Lot-et-Garonne, la vallée de la Garonne, aussi dans le nord, la Somme, etc. Et nous avons ici aussi connu de fortes pluies, même si évidemment avec mon terrain en pente, je ne suis pas prêt d'être inondé. Température extérieure, la station météo 7,5. Dans la serre où les salades poussent, mais ce sera un autre sujet un autre jour. Il fait 9 aujourd'hui par ce temps extrêmement couvert, donc aucune lumière qui n'arrive au sol. Par contre, hier, malgré un temps très mitigé, on a eu, hier ou avant-hier peut-être, avant-hier, on a eu jusqu'à 24-25 degrés dans la serre, bien sûr, et 11-12 à l'extérieur. Non, j'ai essayé de cadrer, mais j'ai peur que finalement ça ne rentre pas si bien
que je ne le vois de mes yeux, cette lueur jaunâtre dans le ciel. Nous avons là un phénomène qui arrive de temps en temps. Alors je ne sais pas si ce sont mes impressions, mais mon ressenti qui me trouble, ma conviction, qui fait que je suis persuadé que le réchauffement climatique est en marche. Et vous savez que les convictions, il n'y a rien de plus trompeur d'être convaincu de quelque chose, même quand les statistiques montrent le contraire. Eh ben, un convaincu, il est vaincu et il reste con, quoi. Il croit à ce qu'il croit. Donc c'est peut-être une conviction, puisque je n'ai pas de données statistiques sur ces jaunissements des ciels brumeux liés à l'arrivée de courants d'air. Donc nous avons actuellement une dépression sur l'Atlantique proche, avec donc cette dépression qui tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors prenez une carte de la France ou de l'Europe avec l'Afrique du Nord qui est située dessus, et vous tracez une diagonale qui monte comme ça, du sud légèrement ouest vers le nord-est, et vous avez une autoroute qui vient du Sahara, qui traverse la France et qui nous amène donc jusque dans notre ciel ici en Alsace de la poussière du Sahara. Et c'est ce qui va donner cette coloration légèrement jaunâtre, même donc si je crains que le caméscope ne rende pas bien cette lueur. Donc rien de magique, pas la peine de croire à des démons ou à je ne sais pas quoi. C'est quelque chose qui se présente une fois de temps en temps, et il vous est sans doute à tous arrivé de retrouver votre bagnole avec une poussière ocre après ce genre de phénomène. C'est juste donc le témoignage de ces gros anticyclones de ces grosses dépressions. Aujourd'hui, c'est une dépression. Ça pourrait être un anticyclone, ça se produit parfois quand l'anticyclone est planqué sur l'Europe de l'Est, la Grèce, etc., les Balkans, et lui, il tourne dans les sens des aiguilles d'une montre. Et donc, lui aussi peut donner ces diagonales qui nous remontent de l'air saharien. Donc, vous imaginez la carte, c'est une dépression qui tourne comme ça, ou c'est un anticyclone qui tourne comme ça. Dans les deux cas, ça fait cet arrivage de poussière ocre. Voilà, je suis très occupé sur différents projets, donc je vais m'arrêter là, j'incrusterai ça dans une prochaine vidéo en tant que souvenir de cet épisode climatique. Ciao pour l'instant. Alors voilà, donc après ces curieuses images, coup d'œil sur l'état de mes cultures dans le tunnel avec les températures que je vous ai indiquées, donc jusqu'à moins 8,5, et je crois même que la nuit d'avant ça a été un peu plus encore, je crois qu'on a frôlé moins 9, moins 9,1 sous les voiles, et vous avez là toute une série de plantes qui se portent toujours très bien, des salades d'hiver, des levées spontanées de feuilles de chêne, des feuilles de chêne que j'ai repiquées, ici des épinards d'hiver, du mouron des oiseaux, de la mâche, et plus loin, là-bas où il y a la caméra, il y a aussi des radis. On commence à les voir ici. Donc, pour l'instant, tout ça se passe bien. Là, il y a 8 jours, quand il faisait bon, j'ai repiqué. Là, il y avait toute une zone où il n'y avait rien. Je soupçonne évidemment une grosse limace, celle que j'appelle les grosses vaches, de s'être installée ici et de m'avoir ratiboisé tout ça. Donc j'ai repiqué une partie de laitue que j'ai prélevée ici
par là-bas. Donc si vous voyez une ou deux plantes qui sont un peu flagada, ceci est normal, elles ne se sont pas encore bien installées. Activité de vers de terre, hein, donc turicule en abondance. Et vous serez peut-être surpris, mais c'est relativement sec. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. En hiver, bien plus de plantes ne crèvent d'un excès d'humidité et de pourriture. Chez les laitues, par exemple, les cœurs sont très souvent attaqués par la forme de mildiou qui attaque les laitues et qui s'appelle Brémia. Hein, ces différentes souches de mildiou spécifiques aux laitues, donc du genre Brémia. Et ça, donc, la combinaison froid qui affaiblit la plante et surtout humidité qui favorise cette oomycète, hein, donc cette sorte de champignon qui génétiquement se rapproche davantage des algues, anciennement champignons, aujourd'hui oomycète, c'est-à-dire pas classé dans les vrais champignons. Voilà, donc ça, il est favorisé. Et donc, j'essaye de ne pas manipuler, parce que chaque fois qu'on blesse des végétaux, on risque de favoriser cela. Voilà donc, dans ces conditions hivernales, comment j'espère produire assez vite des salades. Donc dès que les températures vont remonter, semaine prochaine, les feuilles de chêne, etc., ces laitues d'hiver, ces épinards-là vont reprendre leur croissance, lente, hein, mais et vont commencer à devenir intéressantes pour la récolte. Et donc voilà, si ça vous paraît relativement sec, c'est tout simplement que là, tout l'hiver, je n'arrose pas. Ça se démerde avec l'humidité qu'il y a dans le sol. Bien que, vous le voyez, j'ai un goutte à goutte qui est en place. Donc là, dès que ça va se réchauffer, se dessécher, je vais pouvoir soutenir la croissance dans un tunnel. Je n'ai pas le choix, hein. Donc il ne pleut jamais. Et donc, il faut absolument apporter l'eau de l'extérieur. Voilà, donc c'est prometteur. Alors un dernier point sur cette tablette où j'avais commencé à installer des terrines de semis avant de rétropédaler. On va voir ça. Je remets le voile parce que quand même il y a un petit vent du nord et donc il rentre par la porte. Alors, cette tablette, je l'ai mise là-haut, au-dessus des planches dans la serre, parce que, comme beaucoup d'entre vous, je pense, j'ai un problème très sérieux de préparation précoce de mes plants. Donc, j'ai déjà commencé là quelques terrines. Donc d'une part différentes salades, parmi celles qui chez moi se sont révélées comme étant extrêmement rapides et coriaces au printemps. Je les ai déjà évoquées, je les remets. Paris Island, une américaine qu'on trouve aussi, j'ai découvert ça tout à fait récemment, sous le nom de Saint-Blaise. Chez nous. Donc a priori, elle porte les deux noms, qui est une romaine, hein, donc une salade pas paumée, comme ça, hein, qui fait une touffe serrée, un peu croquante. Romaine, donc, qui chez moi a poussé, mais alors l'an dernier, dans les premiers semis, mais comme de la folie, quoi. Dans les paumées, j'ai la gotte jaune d'or, qui elle aussi est très très rapide. J'ai tenté les semis de certaines aliacées, hein, qui sont
increvable au froid, hein, donc oignons, poireaux, de la ciboule, donc une sorte d'oignon qui se mange cru, hein, qui ne bulbe pas véritablement. Donc quelques plantes comme ça, des choux-fleurs. Donc je n'en fais pas beaucoup, hein, demi-terrine, histoire d'en faire une rangée pour tenter. Hein, c'est ce que j'appelle le loto potager, c'est-à-dire je tente. Si ça ne marche pas, ben, j'ai perdu un quart de sachet de graines. Comme j'en ai toujours des vieux qui traînent, c'est pas un problème. Des fois, ce sont mes propres graines. Donc, j'y vais. Si je gagne, c'est très bien. Si je perds, ce n'est pas dramatique. Donc, j'avais déjà quelques terrines. Et comme il faisait doux, là, il y a 8-10 jours, dans la maison, il se passe quelque chose qui est incontournable si vous n'avez pas d'éclairage artificiel, hein, de lampe. Vous avez, notamment chez moi avec un chauffage au sol, une croissance importante, mais un manque carabiné de lumière. Donc il y a un déséquilibre qui va inciter la plante à chercher la lumière. Donc si vous avez la lumière au-dessus, elle va s'allonger vers le haut. Ce phénomène s'appelant l'étiolement. Ce que les gens appellent filer, les plantes filent. Et quand vous avez une lumière latérale, elle se tord vers la lumière. Vous pouvez faire ce que vous voulez, sauf éclairage artificiel. Vous avez un déséquilibre, température de 20 degrés, idéal pour la croissance, mais pas assez de lumière. La plante va chercher la lumière. Alors il y a deux solutions, la congeler pour qu'elle n'ait pas de croissance. Donc les plantes que vous mettrez dans un lieu très frais auront une très très faible croissance et ne vont pas chercher la lumière ou leur offrir la lumière. Donc quand il faisait bon, ben, je les ai mis mes terrines ici au-dessus où elles ont le maximum de lumière et aussi le maximum de chaleur, en sachant que les températures, comme je vous le disais à l'instant à propos des sondes, dans cette serre, descendent relativement bas. Hein, donc on vient de le voir avec des moins 9, des moins 9,5. Et donc quand cette vague de froid s'est annoncée il y a 2 jours, je ne savais pas si on descendrait en dessous de températures létales pour ces plantules qui avaient commencé à germer, et je les ai rentrées dans une pièce froide à la maison. Malheureusement, le mal était fait. Je les ai laissées en une nuit dans le salon, 20 degrés au sol, enfin 22-23 au sol, et il faisait 2-3 cm. Alors, je vais quand même les garder. Mais voilà donc le rôle normalement de cette tablette. Et si la semaine prochaine les températures redeviennent positives avec des nuits qui ne descendent pas, je ne crains pas -2, -3 avec ces espèces-là. Hein, ce ne sont pas des tomates, ce ne sont pas des aubergines ou des choses comme ça. Donc je ne crains pas -2, -3, -4, mais les -10, -11, là, j'étais pas sûr, donc je les ai rentrés. Voilà un peu sur l'état du potager en ce moment. Je vais vous laisser avec ces quelques réflexions. Je reviendrai sans doute sur l'une ou l'autre. J'avais failli avoir fini, mais je vois ce céleri ici, céleri branche, que j'ai arraché là il y a quelques jours quand j'ai fait un semis. Il y a ici une semis de laitue Saint-Blaise, Saint-Antoine. Il faudra que je vous parle de la laitue de Saint-Antoine, mais ce sera encore une autre vidéo. Et donc j'ai vu ce céleri branche survivant de l'an dernier que j'ai arraché et qui traîne ici, qui va se dessécher, qui va nourrir mes vers de terre. Alors pourquoi je lui en voulais à ce céleri? C'est quelque chose auquel beaucoup de gens ne font pas assez attention.
c'est qu'un certain nombre de plantes cultivées, et encore plus souvent de plantes sauvages, sont des réservoirs de virus, de maladies, qui affectent beaucoup plus qu'on ne le pense nos cultures et diminuent les rendements, notamment sur les tomates, notamment sur toutes les cucurbitacées, notamment sur les pommes de terre. Et ces virus sont véhiculés majoritairement par les pucerons. Il y a aussi des nématodes, des vers parasites qui sont dans le sol et qui peuvent être des réservoirs de ces virus d'une année sur l'autre. Là, en l'occurrence, j'aurais dû le filmer, mais j'aurai l'occasion de filmer ça plus tard. Ce céleri branche était typiquement virosé avec des feuilles qui ne sont plus tout à fait toutes plates, qui sont un peu gaufrées comme ça, et dans lesquelles on voit différentes nuances de vert, des taches un peu jaunâtres, etc. Un certain nombre de ces virus s'appellent des virus de la mosaïque du, en désignant le légume principal, tout en sachant qu'en général, il passe sur d'autres légumes. Donc vous avez la mosaïque de la courgette. Elle peut aussi aller sur les courges, sur les potimarrons, etc. Le virus de la mosaïque du tabac va se retrouver sur d'autres solanés. Il s'appelle virus de la mosaïque du tabac parce qu'il a été identifié et étudié sur le tabac. Donc beaucoup de maladies, beaucoup de viroses, dont une partie seulement, se transmettent aussi par les graines, à la périphérie des graines, pas dedans, à la périphérie des graines, d'où le fait qu'un certain nombre de traitements des semences éliminent ou garantissent la sécurité des semences, de ces graines, se transmettent donc sur des plantes hautes, des plantes qui n'en souffrent pas beaucoup, c'est ça qui est chier. Ce céleri branche, j'aurais pas fait attention, il était plutôt même joli, quoi, etc. Donc lui n'était pas très atteint. Par contre, le premier puceron qui serait venu là-dessus sucer et qui ensuite aurait été, je ne sais pas, sur mes tomates ou sur mes pommes de terre, était susceptible d'infester ces légumes avec des impacts sur les rendements qui peuvent être très très importants. Hein. Beaucoup de dégénérescence, beaucoup de choses que les gens appellent dégénérescence, fraisier aussi, arbres fruitiers, certaines variétés d'arbres fruitiers ne sont en rien génétiquement des dégénérescences. C'est tout simplement que les plantes en question sont malades, extrêmement malades, et que quand on prend un tubercule d'un pied de pomme de terre malade et qu'on le replante, le pied sera encore plus malade parce qu'il est malade depuis qu'il est tout petit. Et puis on reprendra un tubercule qui sera encore très très malade. Et on appelle ça une dégénérescence. Mais en fait, c'est quelque chose de très simple. C'est des virus qui se transmettent. Et voilà donc pourquoi ce pied de céleri branche là va se dessécher. Les virus qui sont dans ces cellules n'ayant plus rien, n'ayant plus de mécanisme cellulaire pour survivre, vont crever avec lui. Allez, une autre fois, je vous parlerai du Covid et des virus qui ne sont pas à véritablement parler des organismes vivants. Hein. C'est juste des trucs qui se font reproduire par les cellules d'un organisme vivant, que ce soit une plante ou que ce soit un animal comme moi. Donc c'est d'une simplicité enfantine. C'est pour ça que ça marche si bien, quoi. C'est un éloge à la simplicité. Donc je ne crains absolument pas que ce pied-là, s'il crève, donc s'il se dessèche et s'il va se décomposer, les virus qui sont dedans seront morts. Ils sont incapables de faire des organismes, des structures de résistance, comme vont le faire des bactéries, par exemple, qui vont s'enquister, qui peuvent s'enquister, pas toutes,
ou comme le font des champignons qui font des spores et des organes de résistance. Le virus, il est beaucoup trop simple pour ça, il est beaucoup trop con, mais beaucoup trop chiant, évidemment. Allez, avec ça, je vais vous laisser parce que la caméra va sûrement couper au bout de 20 minutes. Allez, ciao!